Money, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Comment placer ses liquidités en banque? On va y répondre dans un instant. Et on a notre grand témoin, Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, qui est un courtier en financement. Comment financer ses investissements en 2025? C'est la question à laquelle elle va nous répondre. Et puis on terminera avec Sabine Tellier, notre experte de gestion de patrimoine, qui va nous expliquer comment avoir une bonne gestion de ses finances personnelles. Et il faut diversifier, c'est certainement son mot d'ordre. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Sabine, aujourd'hui, on va se poser une question sur un sujet crucial. Comment bien placer ses liquidités pour qu'elles ne dorment pas sur un compte en banque? Sabine, première question, faut-il garder beaucoup de liquidités disponibles sur son compte courant? Surtout pas. Beaucoup trop de personnes laissent de l'argent dormir sur leur compte à vue alors qu'il ne rapporte rien et perdent la valeur avec l'inflation. L'idéal, c'est de garder l'équivalent de 3 mois de salaire sur un livret d'épargne, comme le livret A par exemple, et c'est sans risque, défiscalisé et rémunéré à un taux intéressant. Alors justement, en parlant de rendement, Sabine, où peut-on placer ses liquidités pour obtenir un meilleur taux sans prendre de risques? En complément des livrets réglementés, il y a plusieurs options. Les comptes à terme qui offrent un taux fixe ou progressif selon la durée d'engagement, ou encore des livrets à taux boosté proposés par certaines banques en ligne. Attention, ces taux boostés ne durent pas que quelques mois. Il faut donc bien vérifier le rendement après cette période. Et pour ceux qui souhaitent une solution à plus long terme, tout en sécurisant leur capital? 2 pistes, le plan épargne logement qui propose un taux stable à 2,25 pour ceux ouverts depuis le 1er janvier 2024 et l'assurance vie en fonds en euros qui garantit le capital avec un rendement souvent supérieur à l'inflation. Ces placements permettent de sécuriser ses liquidités tout en faisant fructifier. Sabine, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant juste après notre invité qu'on va recevoir immédiatement. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, qui est un réseau de courtage spécialisé dans le crédit immobilier créé en 2008 et qui compte 150 agences en France et en Outre-mer. Bonjour Julie Bachet. Bonjour Thomas. Julie, on va s'intéresser aux meilleures solutions pour financer ses investissements dans un instant, mais avant toute chose, comment se porte votre profession de courtier? Parce que on a vu qu'il y a une étude qui a été faite par la BPCE, les banques populaires caisses d'épargne, qui indique que 1232 agences immobilières ont été placées en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation, et ça c'était en 2004, soit une hausse de 225% par rapport à 2023. Est-ce que votre profession, qui est un corollaire aussi du marché de l'immobilier, a été impactée? Alors oui, on a connu aussi le marché du courtage, où des courtiers ont effectivement connu un certain nombre de liquidations aussi. Déjà dès 2023, je dirais 2023, la chute a été très très forte en termes de production de crédit, plus forte que la baisse des transactions. C'est pour ça qu'on a été touché plus rapidement. Et puis l'année dernière, un petit peu encore, mais là on sent que les choses sont en train de clairement s'améliorer. Et puis on a beaucoup mieux résisté dans des réseaux. Quand on est accompagné par une marque, quand on est tout seul, indépendant, et qu'on n'a pas de soutien quand la période est compliquée. Alors le fait qu'un budget ait été adopté, que le printemps arrive, qui est la meilleure période pour faire des achats immobiliers, tout ça va dans le bon sens? Oui, nous on constate déjà depuis l'été dernier que la tendance est meilleure. Depuis le mois de juillet, une augmentation tous les mois du nombre de nouveaux projets et de clients que l'on accompagne. Et ça se vérifie clairement sur le mois de janvier, puisque en janvier par rapport à janvier 2024, janvier 2025, on fait plus 35% d'activité supplémentaire. Donc on constate qu'effectivement, il y a un dynamisme beaucoup plus fort sur le marché de l'accession et de l'investissement que ce qu'on a pu connaître en début d'année 2024. Alors on va s'intéresser à la hausse des taux. Entre 2022 et fin 2023, on a subi 10 hausses consécutives et en 2024, on a eu 4 baisses de taux. Où en sont les taux de crédit en ce mois de février 2025 ? Alors la BCE a à nouveau baissé ses taux directeurs dans les jours qui viennent de passer. On n'a pas un mouvement uniforme, je dirais, sur février, puisqu'on a un certain nombre de banques qui ont effectivement légèrement réaugmenté leur taux d'intérêt, et c'est la première fois depuis quasiment un an aujourd'hui. Mais dans le même temps, on a des banques qui, elles, ont baissé leur taux d'intérêt, et certaines n'ont pas bougé. Donc en règle générale, quand on a un mouvement de hausse ou de baisse, il est suivi par l'ensemble de nos partenaires bancaires. C'est pas le cas sur le mois de février, donc ça a traduit des stratégies commerciales ou des modes de refinancement qui peuvent être différents d'une banque à une autre. Alors avec la perception qui est la vôtre, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains mois ? Alors là, je pense qu'on est sur un épiphénomène de légère hausse de taux. Ça ne devrait pas durer sur toute l'année. C'est toujours très compliqué de se projeter sur les taux d'intérêt. D'ailleurs, tout le monde s'est trompé en 2023 et en 2024. Pour autant,
la BCE annonce plutôt des baisses de ses taux directeurs, ce qui, en règle générale, se traduit par une baisse des taux d'intérêt. Alors on va essayer de pratico-pratique pour nos auditeurs qui se posent la question. Justement, on est en février, je le disais tout à l'heure, le printemps va arriver. Donc c'est le moment de se poser la question de savoir comment investir. Eh bien justement, quelles sont les bonnes conditions, si conditions il y a, pour emprunter pour un investissement qui devrait être réussi pour celui qui va le contracter ? Alors sur un investissement locatif, ce qui va être primordial aujourd'hui, étant donné qu'il ne va plus y avoir de dispositifs fiscaux dans le neuf, il va y avoir un report évidemment sur le marché de l'ancien, et là il va être nécessaire d'être vigilant sur le diagnostic de performance énergétique, puisque la réglementation se durcit sur ces sujets-là. Et par exemple, des logements G ne peuvent plus être mis à la location. Donc si vous achetez ce type de logement, il faut d'ores et déjà prévoir qu'il y aura des travaux à faire d'amélioration de la performance énergétique. Autrement, vous ne pourrez pas les louer. Alors justement, cette modification du DPE, vous avez raison de le préciser avec la classe G, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'octroi de crédit pour les investisseurs ? Alors oui, puisque les banques, effectivement, si elles financent un investissement locatif en G, elles vont demander à ce qu'une enveloppe soit mise de côté pour les travaux, soit via de l'apport, soit intégrée dans le crédit. Et puis si le logement est G, elles ne retiendront pas les loyers futurs à venir dans le calcul de l'endettement du client. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le truc qui va changer sur ce type d'investissement. Oui, alors c'est un mouvement qui s'est déjà mis en place, y compris sur l'accession d'ailleurs. Aujourd'hui, toutes les banques demandent dans le cadre d'un crédit immobilier la note du DPE du logement qu'elles vont financer, puisqu'elles savent d'avance qu'un logement qui est très énergivore, c'est un logement qui sera plus difficile à revendre et donc un crédit qui sera potentiellement plus difficile à solder. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse ensemble un peu au phénomène du taux d'endettement. C'est quelque chose dont on parle sans vraiment en parler pour celui qui veut contracter un emprunt. D'abord, c'est quoi ? Comment on peut définir ce qu'est un taux d'endettement ? Alors le taux d'endettement, c'est un calcul qui est fait entre le total des charges divisé sur le total des revenus. Donc c'est-à-dire que tous les crédits vont être additionnés, tous les revenus vont l'être aussi, et il faut que ce rapport soit inférieur à 35%. 35%, ça, il faut l'avoir en tête. C'est la norme du HCSF, c'est effectivement 35%. On peut emprunter si on est au-delà ? Oui, vous pouvez, puisque les banques ont une capacité de dérogation équivalente à 20% de leur production. Et une partie de ces 20% sont réservés à l'investissement locatif. Donc, elles peuvent déroger pour l'investissement locatif à hauteur de 6% de leur capacité globale de prêt, soit sur la durée, soit sur le taux d'endettement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on est au-delà des 35%, on ne se dit pas c'est fini pour moi. On va voir sa banque ou son courtier avec son dossier et on le fait étudier. Exactement, d'autant plus qu'il y a aussi des manières d'aller optimiser ce taux d'endettement. Déjà, il y a des banques qui vont regarder les revenus locatifs, pas forcément toutes de la même manière, selon si vous empruntez vous-même ou par l'intermédiaire d'une SCI, par exemple. C'est pas les mêmes règles qui vont s'appliquer. Société civile immobilière. Exactement. Si vous achetez par l'intermédiaire d'une société immobilière, SCI d'ailleurs, ou SARL, à ce moment-là, les règles d'endettement ne sont pas les mêmes puisque vous pouvez être considéré comme un investisseur professionnel. Donc le 35% ne s'applique plus. Et puis, il y a des manières aussi d'aller optimiser ce taux d'endettement. Parfois, on peut restructurer l'ensemble de la dette pour faire baisser l'endettement du client et lui permettre ainsi de réaliser un nouvel investissement tout en étant dans les 35% maximum d'endettement. Julie Bachet, ma dernière question. On aime bien les bons conseils dans Oser Investir. Est-ce que vous avez un ultime conseil à donner à nos auditrices et nos auditeurs pour bien investir en 2025 avec le truc à retenir ? Oui. Je pense que c'est bien préparer son projet. Ça, c'est essentiel de toute façon. Et le préparer avec un professionnel, c'est important parce que ça peut permettre de voir quel est le meilleur angle pour réaliser son investissement. Et puis, mon conseil, c'est ne pas attendre que les taux baissent, mais plutôt profiter des marges de négociation qu'on a aujourd'hui sur les biens immobiliers, puisqu'autant on pourra renégocier son taux de crédit, autant on ne pourra jamais renégocier le prix d'achat d'un bien immobilier. Et c'est maintenant parce que c'est le printemps. Merci à vous, Julie Bachet. Et je rappelle que vous êtes la directrice générale de Vous Financer. Merci Thomas. Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Sabine Tellier, vous êtes consultante en gestion de patrimoine et gérante associée chez Berger & Associés. Sabine, vous dites qu'on doit parler de diversification quand on aborde les finances personnelles. C'est ça votre sujet ? Exactement, Thomas. C'est ne pas mettre tout dans le même panier. C'est-à-dire, c'est vraiment investir sur différentes zones géographiques, sur différentes classes d'actifs. Mais pourquoi c'est crucial pour vous ?
Surtout en ce moment avec l'actualité, on nous rappelle chaque jour que l'instabilité géopolitique et les tensions économiques, crise énergétique, même les nouvelles technologies longtemps considérées comme sûres, sont confrontées à des incertitudes. Et donc du coup à des chutes en bourse sur certaines grandes entreprises, tech par exemple, ce qui est donc du coup ceux qui avaient misé tout sur la même valeur ont perdu gros. Ce que vous voulez dire, c'est qu'une bonne diversification protégerait des crises ? Exactement. Au lieu d'investir exclusivement dans des actions technologiques, par exemple, il est plus judicieux de répartir son capital entre l'immobilier, les obligations ou encore des matières premières comme l'or, qui joue souvent un rôle de valeur refuge en période de crise. Et même sur le plan géographique, il est essentiel de ne pas être uniquement exposé à l'Europe, par exemple, mais aussi d'intégrer des marchés comme les États-Unis, la Chine et d'autres zones à fort potentiel. Alors, on parle aussi d'investissement stratégique et d'allocation tactique. Quelle différence, Sabine ? Alors, l'investissement stratégique, c'est le plan à long terme, comme par exemple avoir 60% d'actions et 40% d'obligations. Alors que l'allocation tactique, ça va être vraiment un ajustement à court terme. Par exemple, on peut renforcer des placements dans l'innovation ou dans des thématiques comme la santé, comme l'eau, en fonction en fait du moment de marché. Donc, plus que de choisir le bon produit, c'est la répartition qui compterait ou qui compte ? Absolument, Thomas. Une bonne diversification stabilise vraiment les performances et évite de subir de plein fouet toutes les crises. Alors, un dernier mot, Sabine, pour finir votre chronique. Pensez long terme et ajustez votre portefeuille en fonction d'un monde qui change. Merci Sabine, merci Julie, et je vous retrouve sur Sud Radio la semaine prochaine. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.